Bienvenue sur AstroRoche, je suis Julien Sercourt, chargé de communication sur les astéroïdes. Ce podcast est effectué en compagnie du Dr Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur, Université Côte d'Azur. Patrick est également l'auteur du livre « À la rencontre des astéroïdes » chez Odile Jacob. Ce podcast est dédié aux astéroïdes, à leur importance scientifique et aux moyens de se protéger du risque d'impact, autrement appelé la défense planétaire. Aujourd'hui, après avoir parlé du fait que les astéroïdes ne sont pas de simples bouts de cailloux dans l'espace, nous sommes toujours en compagnie du Dr Patrick Michel et nous allons cette fois évoquer les propriétés physiques des astéroïdes. Qu'appelle-t-on les propriétés physiques des astéroïdes exactement, Dr Patrick Michel ? Alors, les propriétés physiques des astéroïdes sont en fait leur taille, leur forme, leur période de rotation, c'est-à-dire le temps qu'ils mettent pour faire un tour sur eux-mêmes, et tout ce qui concerne leurs propriétés structurelles, c'est-à-dire est-ce qu'on a affaire à de la roche dure, est-ce qu'on a affaire à des matériaux mous, etc. C'est à distinguer avec les données de composition. Quand on parle de composition, implicitement, on parle de composition minéralogique, c'est-à-dire est-ce qu'on a affaire à du carbone, à du métal, à des roches silicatées. Et depuis la Terre, on essaie effectivement d'accéder à ces informations. Très bien. Et donc, concrètement, que sait-on de ces propriétés physiques quand on les observe, ces astéroïdes, depuis la Terre ? C'est en fait assez compliqué finalement parce qu'il ne faut pas oublier que ce que les télescopes optiques reçoivent des astéroïdes comme information, c'est leur luminosité, qui est en fait la fraction réfléchie de la lumière qui provient du Soleil et qui se réfléchit sur leur surface. Et selon ce qu'on appelle l'albédo, qui est la fraction de lumière réfléchie, eh bien, il n'est pas du tout évident d'en déduire, par exemple, la taille de l'objet. En effet, on peut avoir, pour une même luminosité, un objet tout petit mais très brillant, ou alors un objet très gros et très sombre. Donc, cette quantité de lumière réfléchie, qu'on appelle l'albédo, eh bien, est essentielle. Et malheureusement, on ne l'a pas en observant visuellement un objet, donc on est obligé de faire une hypothèse, et selon l'hypothèse qu'on prend, on peut se tromper d'un facteur à peu près 2, un peu plus. Et c'est beaucoup, ça, 2 ? Ben oui, parce qu'un objet de 500 mètres ou un objet de 1000 mètres, c'est pas tout à fait la même chose. Non. Alors on peut s'en sortir si on est capable d'observer dans d'autres domaines que les longueurs d'onde visibles, c'est-à-dire celles que l'œil perçoit. Si on va vers l'infrarouge, on a un avantage, c'est que la luminosité devient proportionnelle directement à la taille de l'objet. Mmh. Mais c'est beaucoup plus compliqué d'observer dans l'infrarouge, on peut le faire depuis la Terre, parce qu'on a l'atmosphère qui perturbe la lumière que l'on perçoit dans ces domaines de longueur d'onde. Donc voilà, il faut faire quelques travaux pour arriver à accéder directement au diamètre. On ne peut pas le faire pour tous les objets, malheureusement. Donc du coup, on a une idée, grâce à ça, quand même, des tailles des objets, encore une fois, avec un facteur d'incertitude. Et donc, on sait qu'on a des objets dans la ceinture des astéroïdes. Donc, le plus gros fait 950 km de diamètre, s'appelle Cérès. Bon, pour le coup, lui, on est allé lui rendre visite. Donc, on a, avec une sonde spatiale, donc on a le diamètre réel. Mmh. Et puis après, on tombe à une trentaine d'objets plus grands que 200 km. Puis, petit à petit, on augmente le nombre d'objets en diminuant la taille. Alors, on a aussi l'avantage parfois de faire de vraies images, puisque on a des grands télescopes au Chili, par exemple le télescope Sphère, qui lui peut carrément faire des images d'astéroïdes, même depuis la Terre. Et là, on a bien sûr une meilleure idée de la taille, mais aussi de la forme de l'objet. Et ça, c'est essentiel, puisque le deuxième propriété physique après la taille, c'est la forme. Et on voit bien qu'on a affaire à une population d'objets extrêmement diverses, puisqu'ils ont des formes très variées, qui vont de formes sphériques à des formes très allongées, de cigares, des cacahuètes, des patatoïdes. Et ça, déjà, depuis la Terre, on arrive à le percevoir, soit par l'imagerie directe, comme je vous l'ai dit, avec le télescope Sphère, mais qui est quand même exceptionnel, ou alors en faisant des courbes de lumière. C'est-à-dire que si on regarde un objet suffisamment longtemps, on va s'apercevoir que s'il n'a pas une forme parfaitement sphérique, eh bien, la luminosité qu'il renvoie va varier au cours du temps, parce que si on prend par exemple un objet allongé, eh bien, quand il a la face la plus longue face à nous, il sera plus lumineux que quand c'est le bout qui pointe vers la Terre, où là, il sera plus sombre. Le bout du cigare. Voilà, le bout du cigare. Et donc, du coup, comme il tourne sur lui-même, eh bien, on voit sa luminosité varier. Et à partir de là, on peut en déduire une forme. Mais ça reste encore, quand même, il y a des grandes barres d'erreur. C'est pas aussi simple que ce que je le raconte.
s'agissant des formes, l'avantage qu'on peut avoir, c'est si l'objet passe suffisamment près de la Terre, eh bien, on peut l'observer avec des radars. Mais les radars ont besoin d'une proximité de l'objet à la Terre parce que l'écho, pour qu'on puisse le recevoir, en fait, on envoie des ondes radio et puis on les reçoit et puis à partir de là, on peut, lorsqu'elle se réfléchit sur l'objet, on peut avoir des informations. Alors c'est soumis à une modélisation mathématique, mais quand même, on arrive à extraire un modèle de forme beaucoup plus robuste, fiable qu'avec les télescopes optiques. Et en plus, on peut voir des caractéristiques de surface, présence éventuellement de rochers, etc., ce qu'on ne peut pas faire, bien sûr, avec les télescopes optiques. Très bien. Et la troisième propriété, ce sont les propriétés de rotation. Donc, quel est le temps que mettent les objets pour tourner sur eux-mêmes, ce qu'on appelle la période de rotation. Oui. Et grâce aux observations depuis le sol, eh bien, on a pu constater qu'en moyenne, les astéroïdes tournent sur eux-mêmes en à peu près 6 heures. Donc, ça veut dire que tous les 3 heures, on a un lever et un coucher de soleil. À comparer avec nos 24 heures de période de rotation. Oui, ça fait des nuits plus courtes. Beaucoup plus courtes. Mais encore une fois, comme pour la taille et la forme, on a une extrême diversité parce qu'il y a des objets qui tournent sur eux-mêmes en plusieurs semaines. Là c'est le contraire. Très très long, on est très longuement exposé au soleil. Ça devient l'hibernation là. Voilà, et on est aussi parfois très froid. Et à l'inverse, on a des objets qui tournent en moins d'une minute sur eux-mêmes. Moins d'une minute, c'est absolument incroyable. Donc ça nous donne deux choses. La première chose, c'est qu'on a d'abord des variations de température incroyables sur ces objets. On peut être exposé à des centaines de degrés pendant des semaines, quand un objet tourne sur lui-même en quelques semaines, et puis après à exposer à moins quelques centaines de degrés pendant des semaines. Un peu comme dans les déserts. Voilà. Et inversement, on peut avoir des objets qui passent d'extrême température en moins d'une minute, du très chaud au très froid. Oula. Et d'ailleurs, on a découvert que ça pouvait avoir un effet, ce qu'on appelle de fatigue thermique. Ça peut même casser les roches. Pour ceux qui sont assez idiots comme moi, souvenez-vous, vous mangez une glace et après vous prenez un café, ça fait mal aux dents, parce qu'on passe du froid au chaud. Voilà. Bon, quand on expose une roche au même problème, eh bien, elle peut produire de la fracturation. Bon. Comme l'ivoire de nos dents. Exactement. Et l'ivoire, elle est résistante, heureusement, plus que les roches sur les astéroïdes. Ouais. Et l'autre chose, c'est que ça nous donne aussi une information sur leurs propriétés mécaniques. Parce que pour qu'un objet tourne en moins d'une minute sur lui-même, il faut qu'il ait une certaine résistance mécanique. On sait que pour les objets très gros, ils sont plutôt dominés par la gravité, c'est-à-dire le fait que les roches qui les constituent s'attirent entre elles, et du coup, ils sont maintenus ensemble simplement par leur propre attraction. Et c'est d'ailleurs pourquoi on a pu constater que pour les gros objets, la période de rotation ne peut pas être plus rapide que celle qui les fragmenterait si ils étaient dominés simplement par la gravité. Simplement parce qu'à un moment donné, quand on tourne sur soi-même, à un moment donné, la force centrifuge va dépasser la gravité et à ce moment-là, il est cassé. Mais bien sûr, si en plus de la gravité, il y a de la colle, eh bien, elle peut compenser la force centrifuge et on peut tourner de plus en plus vite comme ça. Et c'est comme ça qu'on sait que les petits astéroïdes qui tournent très vite sur eux-mêmes, nécessairement, ils doivent avoir une résistance mécanique qui leur permet d'exister. Parce que sinon, la force centrifuge les ferait exploser. Voler en éclats. Si je me mets à l'équateur d'un objet de 30 mètres de diamètre, qui a donc très peu de gravité et qui tourne en 1 minute sur lui-même, je ne tiens pas. Oui. Parce que la force centrifuge dépasse leur attraction de surface. Donc pour qu'eux, ils existent, il faut qu'ils aient de la colle pour les maintenir. Donc c'est comme ça qu'on a pu, grâce aux périodes de rotation, commencer à aborder le problème de est-ce que ces objets sont monolithiques ou est-ce que ce sont des agglomérats liés par leur propre attraction. Et grâce aux périodes de rotation, on a pu constater que, oui, pour les gros, c'est cette propre attraction qui domine, parce qu'ils n'arrivent jamais à tourner plus vite que le seuil au-delà duquel ça n'est plus vrai. Et pour les petits, ils peuvent avoir une résistance mécanique non nulle, puisqu'ils tournent à des vitesses sur eux-mêmes qui dépassent la vitesse à laquelle ils se casseraient s'ils étaient simplement soumis à leur propre attraction. Mais ça reste quand même des données sommaires. Très bien, très intéressant. Concrètement, qu'est-ce que ça nous raconte vraiment ? Eh bien justement, ça nous raconte d'abord qu'on a affaire à une population extrêmement diverse, dont les formes nous racontent le fait qu'ils sont probablement sculptés
au cours du temps par les processus qu'ils subissent. Pour être aussi allongés, aussi patatoïdes, ils doivent subir des impacts qui modifient leur forme. Leur vitesse de rotation elle-même nous dit que il y a probablement, faut l'expliquer, pourquoi les objets peuvent tourner aussi vite sur eux-mêmes. C'est grâce à ça qu'on a découvert qu'un effet thermique pouvait contribuer à accélérer leur période de rotation au cours du temps. Donc voilà, il y a plein de choses que ces propriétés physiques, sur la base des données d'observation depuis la Terre. Pour l'instant, on n'a pas abordé les données, bien sûr, par les missions spatiales. Ça sera l'objet d'autres podcasts. Et bien là, sûr. On va rentrer dans des mondes d'une complexité incroyable, dans un tout autre univers. Mm-hmm. Mais déjà, avec les observations sommaires qu'on a depuis la Terre, eh bien, on se rend compte qu'on a une population qui est soumise à des tas de processus et que ces propriétés nous donnent des informations sur ces processus, mais qui sont peut-être pas encore assez suffisantes pour bien les comprendre. Pour résumer, les observations depuis la Terre nous permettent d'accéder à quelques informations sur les propriétés physiques des astéroïdes. Alors, elles restent toutefois sommaires, mais elles permettent, en revanche, d'en avoir sur un grand nombre d'objets. Et on s'aperçoit que ces observations et ces propriétés physiques nous racontent quelque chose sur l'histoire de ces astéroïdes. Eh bien, merci Patrick Michel. Nous parlerons de la composition minéralogique et chimique dans un prochain épisode de notre podcast Astro Roche.